Maintenant qu'on a vu plusieurs aspects liés à la santé sociale, on va s'attarder à des aspects liés à la santé mentale, des aspects psycho du psychosocial. Donc, on va commencer par l'annonce d'un diagnostic. On sait que des changements peuvent survenir dans toutes les trajectoires de vie. Ça peut parfois être dans la santé, l'éducation, la profession, la résidence, la famille, la vie amoureuse, la vie participative, etc. Il y a deux types de changements. Les premiers peuvent être dans la catégorie des transitions, c'est-à-dire que ce sont des séquences entre certaines périodes de vie et elles sont souvent prévisibles. Par exemple, prévoir un changement d'emploi, la puberté ou la ménopause, le passage du travail à la retraite, etc. Il y a d'autres changements qui peuvent survenir qu'on appelle les points tournants. Ce sont des événements majeurs qui entraînent des changements importants et qui sont souvent imprévisibles. On parle par exemple d'un congédiement, d'un divorce, du deuil de ses proches. Les points tournants vont se vivre différemment pour chaque personne. L'annonce d'un diagnostic de séropositivité au VIH est souvent un point tournant dans le parcours de vie pour plusieurs personnes. Les points tournants sont aussi appelés bifurcation, choc, conversion, crise. Pour faire face à l'imprévisible, ça nécessite différents degrés d'adaptation qui vont être différents d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui pourraient réagir de façon très différente selon leur agentivité, c'est-à-dire comment ils interprètent les événements et comment ils y réagissent. Il y a des nouvelles contraintes qui peuvent impliquer des changements de direction parfois importants dans le parcours de vie. Apprendre à réguler ses émotions, c'est pas facile. Il y a certaines personnes qui vont être capables d'y faire face au fur et à mesure qu'elles se présentent. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de les refouler jusqu'à ce qu'elles sont capables de leur faire face plus tard. Parler de ses émotions avec une personne de confiance, c'est une façon d'atténuer l'impact d'un diagnostic de séropositivité au VIH sur sa santé mentale. On peut choisir d'en parler à quelqu'un dans un organisme communautaire qui offre un service d'écoute et certains sont spécialisés dans le VIH. L'annonce de diagnostic de séropositivité au VIH peut déclencher des symptômes de troubles de santé mentale. Les plus fréquents sont des troubles dépressifs et des troubles d'anxiété. C'est alors encore plus important d'en parler avec un professionnel qui offre du soutien ou un professionnel de la santé. Certaines personnes pourront aider à déterminer si ce qui est vécu, c'est dû à des émotions intenses temporaires ou à un trouble de santé mentale réel. En cas de besoin, des traitements ou des ressources peuvent être offertes, ce qui pourrait améliorer grandement l'état d'esprit et la qualité de vie des personnes. Donc, c'est important qu'on en parle pour régulariser ce fait-là. Maintenant, à l'intention des intervenants, en relation d'aide, attention à la positivité toxique. C'est normal dans la vie de vivre des émotions désagréables par moment. Donc, si une personne se sent assez en sécurité pour exprimer des états émotionnels de vulnérabilité, on peut lui laisser le temps et la place pour pouvoir vivre ces moments-là. Le fait de promouvoir uniquement des pensées positives pour éviter des états émotionnels désagréables, ça peut nuire à la personne qui essaie de se comprendre et de le partager avec nous. L'expression de certaines émotions est parfois découragée dans notre société, ce qui peut être invalidant pour la réalité de l'autre personne. De plus, le fait d'exprimer de la positivité toxique, ça peut faire référence à notre propre inconfort de composer avec des émotions désagréables que peut vivre l'autre personne. Réalisons que les relations sécuritaires et épanouissantes et le bien-être individuel reposent sur l'acceptation des émotions, peu importe qu'elles soient agréables ou désagréables. Au niveau du processus de deuil, un deuil, c'est un processus psychique qui peut être vécu par des personnes lors d'une situation de perte qui peut se révéler être difficile à vivre. Par exemple, on peut perdre son identité, perdre une capacité physique ou cognitive, perdre un emploi, une séparation, un divorce, une maladie, etc. Dans le cas du VIH, ce qui est perdu, c'est bien souvent sa situation d'avant le diagnostic plutôt que sa santé ou sa capacité actuelle. Comprendre ce processus permet de mieux comprendre ce qu'une personne vit à l'intérieur, un deuil, et d'aborder ce sujet-là en fonction de la façon dont elle se sent. On va discuter ensemble du processus d'adaptation au VIH. Chaque situation est différente
le temps est un facteur important pour laisser cheminer la personne. Toutes les personnes ne vivront pas toutes les phases du deuil et leur durée peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent connaître des phases de régression ou rester une plus longue période à l'une des phases en particulier. Enfin, il y a plusieurs processus d'adaptation qui peuvent se dérouler en même temps sur différentes trajectoires de vie qui ont pu être impactées suite à un diagnostic de séropositivité au VIH. Par exemple, ça peut être sur la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie sexuelle, etc. On voit ici les différentes étapes du processus d'adaptation au VIH et d'acceptation également. On voit qu'une première phase qu'on nomme descendante peut être associée aux phases du deuil, alors qu'une phase subséquente, la résilience, peut être associée à la transformation. On va voir en détail chacune de ces étapes. La première étape que l'on nomme l'étape du choc, c'est une étape psychologique qui est empreinte de douleur. Ça peut se manifester de différentes manières. Par exemple, la personne peut se retrouver dans l'incapacité de fonctionner normalement pendant une certaine période. Il convient de donner le temps avant de prendre des décisions importantes par rapport au futur de la personne. Une fois que le choc est passé, il convient d'aviser son ou ses partenaires sexuels afin de les éviter à se faire dépister. L'étape suivante pourrait être associée au déni, c'est-à-dire que ça suppose la présence de doute et le refus de la réalité, ou l'espoir pour la personne de revenir en arrière. Il y a des personnes vivant nouvellement avec le VIH qui peuvent adopter des comportements impulsifs, comme par exemple la consommation abusive d'alcool ou de drogue. Certaines personnes peuvent potentiellement continuer d'avoir des relations sexuelles qui ne prennent pas en compte leur nouveau statut sérologique. L'étape suivante pourrait s'associer au marchandage. Ça implique la négociation par la personne qui tente par tous les moyens de rétablir la situation. Par exemple, opter pour des cures miracles, croire que les résultats du laboratoire sont faux et vouloir en refaire d'autres, etc. La phase suivante est associée à la colère, qui cache parfois une grande tristesse reliée à sa nouvelle condition. Il est important d'explorer pourquoi et contre qui elle est dirigée. Parler avec quelqu'un de confiance, par exemple des amis, membres de la famille, intervenants, peuvent aider à évacuer ses tensions et à exprimer sa peine. Une étape suivante pourrait être celle de l'angoisse, qui s'accompagne parfois de peur, de tristesse, d'anxiété et même dans certains cas de dépression. Ça peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie des personnes et de ses proches et compromettre l'adhésion au traitement. Il ne faut pas tarder à consulter si on ressent un ou plusieurs symptômes de dépression ou d'angoisse. Finalement, on observe ici la phase de la résilience qui commence par une prise de conscience qui est associée à la réalisation que sa nouvelle condition est irréversible. Parfois, il peut y avoir de la honte ou de la culpabilité qui y sont associées. C'est marqué par la conscientisation des impacts de la nouvelle condition de santé dans toutes les sphères de sa vie. Après la prise de conscience vient l'étape de l'acceptation et de la réorganisation. Ça représente un point tournant par rapport aux valeurs de la personne et même par rapport à ses relations avec autrui. La personne pourrait alors adopter de nouvelles habitudes de vie, par exemple adopter l'activité physique, revoir ses modes d'alimentation, avoir davantage de repos, revoir ses loisirs. La personne pourrait alors se mettre en recherche d'informations et une meilleure adhérence aux soins et aux traitements pourrait être observée. Finalement, tout ça peut mener à une transformation de la personne qui vise le bien-être, l'équilibre et l'intégration des divers aspects de la vie au VIH au quotidien. Plusieurs personnes en profitent pour effectuer un bilan et redonner un nouveau sens à leur vie. On augmente le leadership et ça peut impliquer une intégration au sein d'une vie communautaire, par exemple dans un organisme de lutte contre le VIH. Cette transformation et ce processus ascendant se nomme la résilience. J'ai choisi ici une image pour l'illustrer où on voit un phare qui résiste à la tempête. La résilience, c'est un mot qui signifie en latin sauter en arrière, donc rebondir ou résister à un choc. En psychologie, c'est la capacité pour une personne à faire face à une situation difficile ou génératrice de stress,
à retrouver un équilibre suite à une perte. Se ressaisir, s'adapter, réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de ces circonstances. La résilience se développe, s'améliore, s'apprend. Durant cette phase, la personne peut se réorganiser en étant à la recherche de solutions.